Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire sur la commande publique socialement responsable. Et nous sommes avec Gilbert Lechardeur et Lionel Marchand. Donc Gilbert Lechardeur de l'association Le Coin Familial et Lionel Marchand de la ville de Roubaix, qui sont nos deux témoins aujourd'hui pour ce webinaire. Je propose qu'on démarre. Donc on est 80 participants ce matin. Euh, donc peut-être pour se présenter à l'ordre du jour de ce webinaire, on va vous présenter justement le contexte et se présenter en amont du déroulé du webinaire sur la thématique commande publique socialement responsable. On va vous présenter un peu ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, qui est la restitution d'un travail qui a été mené avec la DREET Hauts-de-France. Et puis, comme je le disais en introduction, on aura deux retours d'expérience, l'un sur la mise en place d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, avec l'originalité qu'il a pu être construit au sein d'une ville. Et puis, un témoignage sur la réponse au marché public par un atelier chantier d'insertion avec l'association Le Coin Familial. Donc, sur le contexte, pour présenter brièvement, Sébastien Lévrier, moi je suis directeur associé de l'agence de conseil Les Petites Rivières, qui est une agence de conseil en économie solidaire et circulaire, qui travaille beaucoup sur la thématique des coopérations territoriales et de l'intelligence collective pour faire émerger des projets d'économie sociale et solidaire. On travaille beaucoup sur la thématique des achats responsables et notamment sur les achats privés socialement responsables avec des grandes entreprises et puis la commande publique socialement responsable également dans le cadre d'actions de sensibilisation et de rencontres entre acheteurs et fournisseurs de l'ESS. Nous sommes partenaires de la DREET Hauts-de-France depuis plusieurs années avec l'organisation des rencontres régionales de l'inclusion dans l'emploi, auxquelles vous avez peut-être participé en 2023-2024. L'animation d'un colloque auquel vous avez peut-être participé au début juin sur les clauses sociales. Donc, normalement, vous serez incollable sur notre sondage qu'on a construit différemment de celui de la Somme. Comme ça, vous pouvez aussi participer si vous avez participé aux deux événements. Et puis, l'élaboration des panoramas qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une démarche qui a été lancée par la DREET Hauts-de-France dans la continuité des rencontres régionales. L'objectif, c'était de construire des diagnostics territoriaux sur plusieurs thématiques clés de l'inclusion dans l'emploi. Donc on a déjà pu restituer les travaux autour de l'égalité femmes-hommes, de la validation de la reconnaissance des acquis professionnels des publics en situation de fragilité, la question de l'économie locale et solidaire. Et aujourd'hui, ce qui nous rassemble donc, c'est les achats socialement responsables. La semaine prochaine, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Comment ça s'est déroulé d'un point de vue méthodologique? On a pu lancer un questionnaire en ligne sur lequel on a recueilli 120 réponses. Donc, merci à tous si vous faites partie des contributeurs. Et puis, même si vous en faisiez pas partie et que vous aviez des actions spécifiques sur le sujet, on a réalisé des entretiens avec des personnes ressources et des porteurs de bonnes pratiques, dont nos deux témoins du jour. Et les panoramas sont restitués sous forme de webinaires et de rencontres départementales. Donc, vous serez tenu informé du fait de votre inscription au webinaire si ces éléments vous intéressent. Avant de restituer le panorama, je suis également accompagné d'Axel, qui va gérer le back-office du webinaire et son bon déroulé. Vous avez un module de questions-réponses qui s'affiche sur le module Zoom parmi vos options. Donc, n'hésitez pas à réagir à travers ce module si vous avez des questions, des interrogations ou des compléments. On essaiera de prendre les questions au fur et à mesure. Donc, sur la restitution du panorama, pour vous donner un avant-goût de ce dont on parle dans ce panorama qui sera publié mi-juillet, on a globalement pas mal d'éléments sur le contexte national, le contexte régional avec des chiffres clés, le contexte législatif qui fait que les achats publics socialement responsables se développent. Et on a surtout quatre coups de projecteur sur des initiatives inspirantes dont je vais vous présenter très rapidement le contenu. On aura le déploiement d'une démarche d'accompagnement global à la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion dans le cadre des grands chantiers. Donc là, ce sera un témoignage autour de ce qui est fait d'un point de vue achat responsable sur le canal Seine-Nord Europe.
On aura la question de la préparation et de la préqualification des publics éligibles à la clause sociale à travers l'élaboration d'une charte partenariale pour renforcer l'employabilité de publics éligibles à la clause sociale en amont de leur mise en œuvre, puisqu'on sait que souvent une des problématiques rencontrées, c'est de mettre en adéquation les formations, le parcours des salariés en insertion et puis les besoins des entreprises. Donc là, c'est une expérimentation du département du Pas-de-Calais en lien aussi avec le co-Acto. On aura l'expérimentation du recours au secteur adapté et protégé dans le cadre de la mise en œuvre d'une clause sociale. On a plutôt l'habitude de voir intervenir des ESAT et des entreprises adaptées sur des marchés réservés. Donc, on voulait aussi montrer qu'il y avait des possibilités sur les clauses sociales. Et puis, la question toutefois des marchés réservés avec une entreprise adaptée qui a pu remporter plusieurs marchés, dont un sur la gestion des espaces verts. Ces coups de projecteur visent à décrypter les bonnes pratiques. Donc, on a toujours une mise en contexte, le déroulement de la bonne pratique, les partenaires, le modèle économique, les points de vigilance et les clés de réussite pour inspirer d'autres bonnes pratiques. Pour introduire la thématique, donc pour ceux et celles qui voudraient peut-être mieux comprendre ce dont on parle et regarder un peu où s'inscrivent les clauses sociales d'insertion, ce que je vous propose, si vous avez encore une fois l'habitude de nos webinaires, c'est de vous connecter sur Booklab avec vos téléphones pour participer au sondage en ligne qu'on va faire. Donc rien de plus simple, soit vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche, soit directement aller sur vos téléphones sur Booklab, donc w2oclap.com et entrer le code de l'événement qui va va vous être demandé. Donc le code de l'événement étant XKFLGK. Booklab.com, XKFLGK. Et je vais vous laisser continuer de vous connecter. Donc XKFLJK, on est 37-38 et vous pourrez vous connecter aussi au fur et à mesure dès qu'on aura des questions à vous poser. Mais en amont, vous l'avez déjà rappelé, qu'est-ce qu'un achat responsable? Et peut-être la définition la plus partagée étant celle du bien nommé Observatoire des achats responsables, qui définit donc l'achat responsable comme un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie et qui aspire à réduire le plus possible les impacts négatifs. C'est la définition la plus large qui a le mérite de prendre en compte la question économique, de la performance économique, performance environnementale et sociale sur toute la durée du cycle de vie, puisque si on parle souvent de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, par exemple, quand on parle de biens, et réduire le plus possible les impacts négatifs. Donc, développer l'impact social positif et minimiser l'empreinte carbone notamment. Dans ces achats responsables, on parle dans le domaine des achats publics socialement responsables de la notion de développement durable. Et le développement durable est intégré directement comme un principe fondamental de la commande publique, notamment avec la loi climat et résilience qui a intégré dans le préambule du Code de la commande publique le fait que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, toujours dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Le fait que ça soit en préambule du Code de la commande publique, ça inscrit le développement durable comme un principe clé, donc comme le bon usage des deniers publics, comme la libre concurrence, par exemple. Donc ça fixe un objectif assez important pour la mise en œuvre du développement durable. Et ce qui est important de retenir, c'est que cette mise en œuvre, enfin cette atteinte des objectifs de développement durable, elle peut être intégrée sur tout le cycle de vie, on va dire, de la passation des marchés publics. Dès l'expression des besoins, on doit s'interroger sur est-ce qu'on peut prendre en compte le développement durable dans le besoin exprimé d'achat. Dans les conditions d'exécution des marchés, si on veut en faire un élément contractuel, on peut tout à fait intégrer des objectifs de développement durable, qui soient sociaux, environnementaux. Dans les spécifications techniques, là, on va être plutôt, par exemple, sur les labels environnementaux ou assimilés. On peut demander des spécificités techniques sur ces questions-là. Et puis, dans les critères d'attribution du marché, c'est-à-dire comment on va utiliser les objectifs de développement durable pour noter, donner une pondération à une entreprise qui aura présenté une politique de développement durable
liées bien sûr à l'objet du marché, qui puissent être performantes. Alors, première question, justement sur la considération sociale. Je ne sais pas si, du coup, vous avez pu vous connecter sur le site donc WooClap avec, hop, je baisse ça, le code XKFLJGK. L'objectif étant de construire un nuage de mots-clés sur la thématique de la considération sociale dans la commande publique. Voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez intégrer un mot-clé, une petite phrase en tout cas, pour nous dire, selon vous, ce qu'est une considération sociale dans la commande publique. Et le nuage de mots-clés s'affiche en direct pour voir ce que vous en pensez collectivement. Donc le plus gros, enfin, la plus grosse participation, c'est insertion, inclusion, clause sociale qui apparaissent en plus gros. Et puis, on a outils GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, opportunités, recrutement, l'appel à un atelier chantier d'insertion, qu'on verra, c'est une des possibilités des considérations sociales. Je vois éloigné, donc j'imagine que c'était dans une phrase composée, public éloigné de l'emploi, réservé, comme réservé des heures, clause sociale, recrutement, obligation, obligation effectivement potentiellement contractuelle. Eh ben, merci à tous pour ce nuage de mots-clés collectif. On a aussi emploi, changement de vie. Donc, peut-être sur la partie comment le parcours d'insertion peut être aussi un levier pour l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Puis, achat responsable. Justement, pour poursuivre sur les considérations sociales, peut-être un petit schéma pour voir justement comment les clauses sociales s'intègrent dans ces considérations sociales. La considération sociale, elle est plus large, c'est-à-dire c'est vraiment la prise en compte de la dimension sociale dans l'acte d'achat. Et cette dimension sociale, elle peut être autour de la mise en œuvre de clauses sociales d'insertion, mais elle peut être aussi sur la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité femmes-hommes, sur lesquelles il y a de plus en plus aussi d'actions spécifiques qui sont mises en place. Je pense notamment aux travaux du réseau APUR, donc les achats publics responsables dans les Hauts-de-France, avec notamment Amiens Métropole, l'intercommunalité qui met en place des clauses sur l'égalité femmes-hommes avec d'autres collectivités aujourd'hui, mais c'est des choses qui se développent. Le respect des droits de l'homme, le commerce équitable, la performance dans la protection, la formation des salariés. Bref, c'est vraiment tout type de prise en compte de la dimension sociale, mais toujours lié à l'objet du marché, puisqu'on ne peut pas demander à une entreprise d'être performante sur la qualité de vie au travail, par exemple, de manière globale. Il faut que ce soit vraiment appliqué au marché. Et donc, les clauses sociales d'insertion, c'est une des composantes de ces considérations sociales qui sont elles-mêmes une des composantes de la prise en compte du développement durable dans la commande publique dont on a parlé en introduction et prise en compte du développement durable, qui est elle-même une partie des principes qui permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, comme je le disais en introduction, puisque la loi climat et résilience a introduit la prise en compte du développement durable au même titre que ces autres principes clés de la commande publique. Donc, comme je le disais, dans le cadre des considérations sociales, on a les clauses sociales d'insertion. Donc, c'est une obligation, effectivement, comme ça a été dit dans le nuage de mots-clés, à réaliser une action d'insertion au minimum à hauteur des objectifs horaires d'insertion qui ont été fixés dans les documents du marché. Donc, ça peut être 10% sur le total des heures, par exemple, prévues sur un marché de travaux. Et l'ensemble des actions doivent intervenir durant la période d'exécution du marché, puisque c'est bien lié, comme on disait, à l'objet du marché. On ne peut pas obliger l'entreprise à utiliser une possibilité particulière pour réaliser cette clause, puisque c'est une obligation de réalisation, une obligation contractuelle, mais elle peut utiliser différentes possibilités pour les mettre en œuvre. On a l'embauche directe de personnes éloignées de l'emploi qui sont éligibles au parcours clause sociale, donc à vérifier avec le service public de l'emploi. La mise à disposition de salariés dans notamment une des solutions les plus utilisées, c'est le recours aux entreprises de travail temporaire d'insertion, mais on a aussi les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire adapté côté handicap, les GEC, et puis on peut avoir aussi recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion, un atelier chantier d'insertion, une entreprise adaptée, un ESAT, une entreprise d'insertion par le travail indépendant, et à ne pas oublier, puisque c'est aussi une nouveauté,
et un travailleur indépendant handicapé, TIH. Voilà sur le contexte un peu global. Ce qui est important aussi à retenir sur ces éléments un peu de cadrage, c'est le rôle du facilitateur sur ces clauses sociales. Et petite interrogation donc sur, selon vous, qu'est-ce qu'un facilitateur? Est-ce que c'est le collaborateur qui coordonne au sein de l'entreprise la logistique sur le chantier? Est-ce que c'est l'agent de l'État qui contrôle les entreprises sur la réalisation de la clause sociale? Est-ce que c'est un acteur territorial qui aide à la mise en œuvre des clauses sociales? Ou est-ce que c'est le juriste qui est chargé de rédiger les marchés publics? Crois qu'il n'y a pas de grand suspense, donc je vais même pas attendre la fin des votes. C'est effectivement l'acteur territorial qui aide à la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion. Donc, il y a des facilitateurs dans les maisons de l'emploi, dans les plis, au sein des collectivités aussi. Leur rôle, c'est d'agir par délégation de l'acheteur ou de l'autorité qui gère enfin, qui lance le marché pour assurer le suivi et le contrôle des clauses sociales. Ils sont aussi au service de la mise en œuvre des parcours d'insertion. Donc, c'est un acteur de proximité qui va aussi permettre d'orienter vers le service public de l'emploi et trouver les bons publics. Et c'est un acteur clé des stratégies d'achat socialement responsables. Je pense qu'on a pas mal de facilitateurs ce matin avec nous. Beaucoup sont fédérés, pas tous, mais on a un certain nombre qui sont fédérés dans l'association Alliance Ville Emploi qui propose aussi des outils spécifiques, dont justement les chiffres clés de la commande publique intégrant des clauses sociales. Et important de retenir que dans les Hauts-de-France, c'est la MELT, donc la mission locale Lise Tourcoing, mission donc locale qui fédère aussi le PLI et la Maison de l'Emploi, qui assure la coordination régionale des clauses sociales par l'intermédiaire d'un certain Hugo Vandame qui doit être aussi présent ce matin et qui peut orienter vers les facilitateurs de clauses en proximité avec votre structure si vous êtes un acheteur. Prochaine question justement par rapport aux chiffres clés. Donc, d'après l'OECP, qui est l'Observatoire économique de la commande publique de l'État, selon vous, quel pourcentage de marchés supérieurs ou égaux à 90 000 euros intègre en 2023 une clause sociale d'insertion? Est-ce que c'est 1,7%, 17,8%, 18,7%, 25% ou bien 30%? Là, les résultats sont un peu plus mitigés. En tout cas, pas 1,7%, donc ça, c'est déjà pas mal, puisque effectivement, on a bien progressé depuis le démarrage de l'intégration des clauses. On a un résultat autour de 25%, et en fait, c'est 18,7%. On vous a fait un petit graphique pour vous montrer. Donc, c'est bien les marchés supérieurs ou égaux à 90 000 euros hors taxe qui est un des seuils de calcul, mais il peut bien sûr y avoir des clauses sur d'autres marchés inférieurs à ce montant-là. Ce qui est intéressant, c'est la progression, puisqu'en 2020, on était à 12% de marchés qui intégraient une clause. En 2023, on est à 19%. On a fait mieux en 2022. Peut-être qu'en 2024, on pourra rattraper le petit retard. 30%, c'est l'objectif d'intégration des considérations sociales qui avait été intégré dans le programme national des achats durables, d'où peut-être la confusion. Et les clauses sociales, c'est un chiffre inférieur au nombre de marchés qui intègrent une clause environnementale, puisque clause environnementale, c'est plus de 29%, ce qui s'explique aussi par le fait que les clauses environnementales, on a des labels, on a des exemples aussi qu'on peut intégrer directement dans la commande publique, là où les clauses sociales, ça nécessite aussi un travail de calibrage de la clause qui nécessite peut-être un peu plus de sur-mesure et qui doit donc être développé. Et justement, peut-être pour orienter un petit peu plus sur les Hauts-de-France, d'après vous, combien ont été mises en œuvre et en tout cas valorisées de clauses sociales dans les Hauts-de-France en 2024? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 ou 1 000 millions de clauses sociales, d'heures d'insertion réalisées dans les clauses, pardon. On peut espérer avoir 1 000 millions, certes, mais on se situe plutôt autour de 2, 3, 4 millions. Donc la bonne réponse était 4 millions. 3 millions, c'était plutôt dans les années précédentes. Donc dans les Hauts-de-France, en 2024, donc au moins 4 millions d'heures d'insertion ont été réalisées. C'est le double par rapport à 2020. Donc on a une forte progression. Ça représente 7 800 marchés et ça a permis de faire travailler 10 000 personnes. Donc c'est la coordination régionale, donc la MELT dont je vous parlais, qui a fourni ces chiffres clés.
Au-delà des clauses sociales, pour vous, quelles sont les possibilités de contractualiser avec une structure inclusive, donc une entreprise adaptée, ESAT, structure d'insertion? Plusieurs réponses possibles. Est-ce que c'est les achats de faible montant, les marchés publics traditionnels, les marchés d'insertion et de qualification professionnelle et ou les marchés réservés? Marchés réservés attirent la plupart des réponses. Peu équilibré avec les marchés d'insertion et de qualification. Donc, toutes les réponses étaient bonnes. Hop, je vous donne peut-être les explications. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va se centrer sur les clauses sociales d'insertion et également les marchés d'insertion et de qualification professionnelle. Donc, pour vous dire cette spécificité, c'est les collectivités qui ont cette compétence insertion-emploi qui peuvent lancer des marchés dont l'objet est l'insertion, avec des supports d'activité comme la gestion des espaces verts, le nettoyage par exemple. Les marchés réservés, donc effectivement, vous connaissez bien, donc sans trop détailler, c'est cette possibilité de réserver la réponse à un appel d'offres à des structures inclusives ou du handicap. Donc une entreprise classique ne peut pas répondre à ce marché-là. Les achats de faible montant, effectivement, c'est une possibilité. Donc, une collectivité peut avoir des achats dont le montant est inférieur au déclenchement d'une procédure spécifique. Donc, par exemple, par simple recours à des devis pour explorer la concurrence. Mais donc, il y a cette possibilité d'intégrer des structures inclusives. Et il ne faut pas oublier aussi que les structures de l'ESS peuvent, et notamment de l'insertion, peuvent candidater à des marchés publics traditionnels qui n'intègrent pas de clause sociale forcément, mais sur lesquels elles ont une activité, un support d'activité qui rentre dans le savoir-faire et qui rentre dans la demande de l'acheteur. Donc toutes les possibilités sont ouvertes. Les clauses sociales, c'est une possibilité qui est faite pour justement faciliter l'accès des structures inclusives à la commande publique, mais toutes ces possibilités restent ouvertes. Voilà pour l'introduction, ça a été assez rapide, mais j'espère que voilà, ça a permis aux personnes qui connaissaient moins parmi nous d'avoir quelques éléments d'information. Et peut-être pour concrétiser donc ces outils juridiques qui peuvent parfois sembler complexes, on va montrer que ça l'est moins. En tout cas, avec le témoignage donc de la ville de Roubaix pour nous évoquer la structuration de la politique publique achat responsable, et puis ensuite un témoignage concret d'une association qui a candidaté à un marché public. Pour démarrer, je laisse la parole à Lionel de la ville de Roubaix. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc, Lionel Marchand, je suis le directeur de la commande publique et des moyens généraux de la ville de Roubaix. Alors, pour vous situer, Roubaix, donc ville de la métropole européenne de Lille, 100 000 habitants à peu près. Euh, 249 millions au BP 2025, budget. Et 53 millions à peu près de surface de volume achat en 2024. Voilà. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que on fait 78% du montant de nos achats auprès d'opérateurs économiques régionaux. Donc on est dans de l'achat vraiment local. On notifie à peu près 120 marchés par an. On a un stock de 450 marchés de plus de 40 000 euros hors taxes en cours d'exécution. Pour gérer tout ça, j'ai la chance de travailler avec sept agents. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes une structure plutôt moyenne qui dispose déjà d'ingénierie, certainement pas autant que d'autres grosses structures, d'autres collectivités, je pense aux régions, aux départements et autres, mais on est quand même des gens en capacité de faire pas mal de choses. Et donc, on est une ville qui a la réputation d'être placée sur l'innovation, d'être à la pointe sur certains sujets. Là, on vient de fêter l'anniversaire de nos 10 ans de la démarche zéro déchet. Donc là, c'est sur le côté plutôt écolo. On est aussi bien placé à ses moteurs sur l'économie circulaire. On a sur le côté social, là, on a été retenu comme ville, territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, on fait pas mal de choses. On a une mission de la transition écologique, on a un lab des transitions en interne. Donc, on essaye d'avancer.
Et donc, si Sébastien a sollicité la ville, c'est parce que, effectivement, nous nous sommes dotés d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Donc c'est avec grand plaisir que je viens témoigner de l'expérience roubaisienne aujourd'hui en matière d'achat responsable. Donc, notre Spazer, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est son petit nom, euh, c'est une démarche qu'on a initiée en 2023. C'est une démarche volontaire parce que nous ne sommes pas, je vous ai dit qu'on avait un périmètre d'achat de 53 millions TTC, donc nous ne sommes pas soumis, nous, à l'obligation, hein. Je vous rappelle qu'au départ, les Spazer, c'était 2014, pour les grosses structures, 100 millions d'euros hors taxe d'achat par an. Ça a été rabaissé à 50 millions récemment par Climat et Résilience et un décret d'application à 50 millions. Nous, on est juste en dessous. Mais bon, vu ce que je vous ai dit juste avant, on ne pouvait pas faire vraiment autrement que de s'y lancer. On a notre premier adjoint qui est donc aux finances, qui est à la commande publique et qui est très très impliqué dans tout ce qui est écologique, social. Donc bah voilà, on s'est décidé à se lancer. Ça a été pour nous l'occasion de formaliser bah, la politique achat de la ville au sens large. C'était en fait un plan d'action pour acheter encore mieux que ce qu'on faisait. Si c'est- Et, euh, et on voulait tenir compte en fait des nouveaux enjeux de transition économique, écologique et sociale. Pour nous, on a bien les trois piliers qui sont représentés du développement durable qui sont représentés dans notre Spazer. On n'a pas mis de côté le caractère économique parce qu'il est très important. On a comme tout le monde, des difficultés budgétaires, donc il faut aussi jouer avec ça et donc on est obligé d'aller vers l'efficience. Donc on s'est fixé une feuille de route assez ambitieuse en matière de commande publique responsable. On a décidé de faire ça en interne, on n'a pas externalisé, on n'a pas pris de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. On a fait ça avec notre mission d'appui stratégique qui est rattachée au DGS, avec la mission de transition écologique, avec notre facilitateur aussi, qui est la Maison de l'initiative et de l'emploi de Roubaix. Donc on a fait ça tout seul comme des grands. On est parti sur une co-construction en mode projet. On a mis en place enfin, un truc assez traditionnel, quoi. Comité de pilotage, comité technique. On a mis en place des groupes de travail transversaux. Donc, essentiellement des agents, enfin, des agents de la ville. Notre facilitateur pour la thématique insertion. Donc, rien que de bien classique. Un an de travail, cinq axes retenus. Donc, on avait un axe de gouvernance, un axe par pilier du développement durable et un axe performance achat. Donc effectivement, nous, la performance achat, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et de toute façon, on est un petit peu obligé maintenant, comme je vous le disais, d'aller par là sur l'efficience. Donc, au total, on a réussi à construire un outil structurant et opérationnel. Donc, j'avais mis le QR code un QR code sur la présentation. Vous pourrez accéder à la page de la ville et où vous aurez tout le détail. Donc, on a décliné ça en 11 cibles, 34 objectifs, 61 actions, 46 indicateurs. Bon, donc on a fait un gros boulot. On a délibéré en décembre 2024 et il y a eu une prise d'effet du Spazer au 1er janvier de cette année. Et donc il va couvrir la période de fin de mandat. Donc il est prévu pour s'arrêter en 2026. Donc vous avez tous les détails en ligne, hein. Vous avez une version complète qui est un peu musclée. Et puis, vous avez des versions plus synthétiques et communicantes et une petite vidéo qui vous expliqueront plus en détail quel a été le contenu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt que je m'attarde sur l'axe social, hein, qui est l'objet, qui est l'objet même de la réunion. Donc, Roubaix, historiquement, est gros pourvoyeur d'heures d'insertion. On fait partie sur la métropole européenne de Lille de ceux qui produisent un gros volume d'heures. Enfin, bon, oui. Enfin, nous, ce qu'on estime, enfin, on est assez satisfait du volume d'heures qu'on sort. Tout ça, c'est grâce à une collaboration forte avec notre facilitateur. Euh, on est,
On essaye vraiment de ne pas perdre le fil avec eux et la collaboration est vraiment bonne. Donc, on passe par des clauses d'insertion, effectivement. Donc, on close 34% enfin, en 2024, on a closé 34% de nos marchés notifiés. Donc, on est plutôt pas mal. On fait aussi, ça c'est une particularité, quand je suis arrivé en mairie de Roubaix en 2016, ça existait déjà. On a effectivement, nous, des MIQP, on a des marchés d'insertion et de qualification professionnelle. On en a cinq, trois qui sont autour de la propreté urbaine, un qui est sur de la sécurisation aux abords des écoles et un autre qui est sur de l'entretien et de la médiation dans notre beau cimetière de Roubaix. Et donc, on fait une dépense aux alentours de, allez, un petit 3 millions d'euros par an sur ces contrats-là. On fait des marchés réservés au handicap. On travaille avec deux ESAT locales. Et là, c'est beaucoup plus modeste en termes de montant, mais c'est important pour nous. On travaille sur pas mal de nos lots de nettoyage des locaux. Et donc là, on dépense à peu près un petit 200 000 euros par an sur ce domaine-là. Et puis, la nouveauté de ces derniers mois, c'est que nous sommes en recherche avec les services opérationnels d'activités interstitielles dans le cadre du programme Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, pour pouvoir alimenter en chiffre d'affaires l'entreprise à but d'emploi qui a été créée sur notre territoire. Voilà. Et comme Sébastien le disait tout à l'heure, effectivement, on travaille aussi à renforcer l'impact sociétal de nos marchés avec des clauses pour lutter contre la discrimination, etc. Bon, assez classique aussi, mais on monte en puissance aussi là-dessus. Donc, j'avais donné des chiffres de notre bilan 2024. Je vois, on a passé 116 contrats. On a mis des considérations environnementales à hauteur de 80% dans ces contrats-là, donc des considérations sociales à 34%. Et notre bilan en volume d'heures était à un peu plus de 312 000 heures d'insertion réalisées. Donc, ce qui nous place plutôt pas mal à l'échelle métropolitaine. Je pense que, à part la métropole elle-même, qui elle est carrément bon, rien à voir avec les volumes, mais même, même par rapport à Lille, alors qu'on est plus petit qu'eux, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. En tout cas, c'est notre volonté d'insister et de continuer à produire un gros volume d'insertion et essayer de faire encore mieux si on le peut. Alors, Sébastien m'avait demandé de faire un petit exemple de marché closé, de m'arrêter, de faire un petit focus. Donc, j'ai pas été bien original pour le coup parce que je suis parti sur un marché de travaux. Hein, les marchés de travaux sont traditionnellement gros pourvoyeurs d'heures. Donc là, je suis parti sur une petite opération qu'on mène en maîtrise d'œuvre interne, qui est la construction des locaux du service espace vert de la ville. Donc, on est parti sur des 9 lots en marché de travaux et on a réussi avec le facilitateur à en closer 5 et pour un volume de 630 heures. Donc, on a notifié les contrats en février 2024. Donc, on a traditionnellement plutôt visé les lots gros œuvres, cloison, doublage, faux plafond, revêtement de sol, peinture, chauffage, ventilation, plomberie et espace vert. Et eh bien, le bilan donc le chantier est toujours en cours. Il devrait se terminer en fin d'année. Bon, bah, ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'ores et déjà, la MIE, notre facilitateur, nous fait remonter qu'au 30 avril, on était à peu près à 1150 heures, donc largement au-delà de ce qu'on avait, closé. Et donc ça, c'est une grande satisfaction. L'AMIE nous dresse des bilans assez complets, donc elle a été en capacité de nous dire que ça a concerné 9 personnes, dont une femme, 6 entre 26 et 40 ans,
6 demandeurs d'emploi longue durée et 7 touchant le RSA et 3 issus des QPV. Donc, on est bien dans notre cœur de cible. Donc, c'est d'où la satisfaction. Il y a eu, pour faire ces heures, 6 contrats de mise à disposition via des ETTI. Il y a eu 2 contrats de professionnalisation et un CDI. Donc ça, c'est grosse satisfaction aussi. La personne qui a été, enfin qui est actuellement en CDI, avait d'abord été recrutée par la société Lefebvre Gentilhomme en contrat d'intérim d'insertion pour d'autres chantiers qu'elle faisait, je crois, pour la MEL. Et elle a été repérée et quand il y a eu notre contrat qui est tombé, bah, il y a eu embauche. Voilà. Donc voilà, très très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Donc bon. euh, Pourquoi ce marché-là? Bah parce que celui-là, il a bien roulé. On est largement au-delà du volume d'heures qu'on avait prévu. Donc, je pense que pour arriver à ce genre de choses, comme je le disais, il faut vraiment mettre dans la boucle dès que possible le facilitateur. Nous, on essaye de travailler à partir de notre programmation. Il cible déjà en amont des dossiers intéressants. Et donc, il y a une préparation en amont importante et puis on se voit assez régulièrement, on se voit trimestriellement et donc ça permet de fluidifier la relation maître d'ouvrage facilitateur et de leur côté le facilitateur lui il gère aussi la fluidité entre les opérateurs économiques et nous. Donc ça c'est vraiment une clé de réussite. Les points de vigilance, bah, je dirais que il faut être vigilant sur le calibrage de la clause. On a eu quelques soucis il y a quelques années avec des volumes trop importants. Après, ça emmène vers des pénalités. Enfin bon, ça complique la relation fournisseur et bon, c'était pas évident. Donc maintenant, il y a réellement un gros travail fait par le facilitateur et par le service opérationnel pour caler au plus juste les clauses. Et puis, c'est vrai qu'il faut arriver à monter un système d'alerte dès que possible, hein, dès qu'on voit qu'il y a un lot qui déraille ou qui est pas, de s'en emparer, très, très vite. Mais en tout cas, nous, euh, on monte tous les ans, notre volume d'heures, augmente. On est dans les clous par rapport à nos obligations. Alors, on n'est pas encore à 100% sur l'écologique, mais on est déjà à plus de 30% sur la partie sociale et on voudrait monter encore plus haut. Donc là, pour l'instant, nous, les feux sont plutôt au vert, même si c'est fragile, mais en tout cas, on s'y emploie au quotidien. Voilà, c'était ça que je voulais vous faire remonter comme expérience. Eh bien, merci beaucoup, Lionel, pour la présentation de ce spazer et puis de la bonne pratique. N'hésitez pas, si donc il y a des questions, à utiliser le module de questions-réponses. J'ai pas de visibilité dessus, donc je ne sais pas, Axel, s'il y a une question particulière. On n'a pas de questions, mais on a juste une remarque qui dit bravo, belle collaboration avec les facilitatrices de la MIE de Roubaix. Ah oui. Très bonne collaboration et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir deux charmantes interlocutrices qui sont très 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 motivées et qui font bouger les lignes. Donc ça c'est bien, ça aide. Merci beaucoup, Lionel, pour le partage d'expérience. Donc, pour concrétiser la vision aussi côté structure d'insertion et comment les structures d'insertion peuvent répondre à la commande publique, on a demandé donc à Gilbert Lechardeur de également nous présenter un retour d'expérience donc de l'association Le Coin Familial. Et donc, je te laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je me présente, je m'appelle Gilbert Le Chardeur, donc je suis conseiller en insertion professionnelle, mais également chef de projet au sein du coin familial, donc une double casquette. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit retour d'une expérience que nous avons menée pendant 2 ans.
avec le département du Pas-de-Calais. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps notre structure, hein, parce que bon, c'est vrai que moi, je fais partie d'un des pôles de l'association qui est le pôle IAE, mais le coin familial enfin, au sens large a une multitude d'activités. Donc, bon, voilà, vous voyez, hein, depuis 77, l'année de la création du coin familial, voilà, l'association a développé des activités d'hébergement d'urgence, de lutte contre les violences, de logement accompagné, et aussi avec un appui prononcé sur la parentalité et bien sûr, évidemment, l'insertion par l'activité économique dont je fais partie. Voilà. Donc ça, c'était une petite présentation de notre structure. Alors, au niveau de l'insertion pour l'activité économique, donc au niveau de l'ACI, il y a trois ateliers et chantiers d'insertion. Donc, des chantiers plutôt classiques, hein, un chantier confection, repaissage, un chantier bâtiment. Donc, au sein de chantier bâtiment, pardon, il y a un chantier bâtiment gros œuvres et secondes œuvres, et un chantier maraîchage biologique. Donc voilà, qui se situe, lui, non pas sur la ville d'Arras, mais plutôt sur la ville de Bapaume, qui se situe à une vingtaine de kilomètres d'Arras. Alors, je vais vous parler plus précisément donc, de cette action que nous avons menée durant 2 ans au niveau des archives département du Pas-de-Calais. Alors, il faut savoir que le contexte était que le département a construit un nouveau bâtiment et il y avait un déménagement de prévu euh, au sein de ce nouveau bâtiment. Et pour cela, ils ont souhaité mettre en place un chantier d'insertion en interne. Donc, ils ont lancé le marché. Nous avons répondu à ce marché et nous avons été retenus. Alors, pour savoir un peu enfin, excusez-moi, pour connaître un peu le contexte aussi, c'est vrai qu'au départ, l'action devait démarrer en décembre 2022, mais concrètement, c'est mis en place en mars 2023. Pourquoi? Parce que nous avons souhaité, avec le département et avec les agents du département, de faire un recrutement un peu spécifique, ce qui n'a pas lieu pour les chantiers classiques. Nous avions décidé de faire un recrutement, dont je vous parlerai après, un peu plus classique. Donc le besoin estimé était de 11,5 ETP en CDDI, donc en contrat à durée déterminée d'insertion, d'un encadrant technique et d'un conseiller en insertion professionnelle dont j'avais la charge à l'époque. Donc les contrats, c'était 24 heures par semaine, donc avec une spécificité quand même par rapport à ce qui se fait habituellement. Il y avait vraiment 4 heures par semaine dédiées à la recherche d'emploi et à la définition de projets professionnels. Ce qui, honnêtement, change un peu la donne parce que, bon, voilà, les salariés en CDDI avaient vraiment 4 heures rémunérées uniquement consacrées à leur recherche d'emploi, à leur définition de projets professionnels, enfin bref, à vraiment travailler l'après-archive. Donc le marché a effectivement démarré en mars 2023. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec un processus de recrutement qui diffère de ce qu'on peut faire habituellement, parce qu'on avait souhaité quand même avoir des personnes qui étaient en capacité de comprendre les consignes données. Parce qu'il faut savoir quand même qu'au niveau des tâches demandées, le personnel recruté devait à minima savoir lire et écrire, bien évidemment, mais aussi savoir reproduire des cotes, enfin voilà, tout un tas d'indices, aussi excusez-moi, de compréhension en termes de lecture, de documents. Enfin voilà, il fallait vraiment avoir un personnel qui ait à minima ces compétences-là. Donc voilà un peu pour le démarrage. Donc 11,5 équivalents temps plein, ce qui nous a permis d'avoir une équipe constituée de 16 personnes en continu, avec 2 équipes, une le matin, une l'après-midi, ce qui avait une continuité dans le service proposé. Voilà. Alors, quand il y a eu ce chantier, le démarrage, c'était vraiment les missions qui nous ont été confiées étaient vraiment des opérations de dépoussiérage, de reconditionnement. Alors, le reconditionnement était complètement, comment dire,
d'époque, hein, faut dire les choses, hein. C'est vrai que là, on avait des matériaux qui étaient utilisés à l'époque qui ne sont plus du tout conformes à ce que peuvent être les archives actuellement. Donc, il fallait vraiment reconditionner vers des boîtes, comme il est écrit, d'une boîte standard à une boîte neutre, pH neutre, donc vraiment des boîtes spécifiques qui permettaient de mieux conserver, qui permettent de mieux conserver les archives. Il fallait aussi les remettre en rayonnage, donc recopie des cotes. Donc c'est pour ça aussi que là, nous étions vigilants sur le recrutement. Et voilà, donc ce qui était intéressant, c'est qu'au niveau du recrutement, donc on avait mis en place un recrutement engagé avec le département. Donc les agents du département faisaient partie intégrante de l'équipe du coin familial, et nous, nous faisions partie intégrante de l'équipe des agents du département. Donc il y avait vraiment cet échange en permanence parce que les agents du département étaient avec les personnes en insertion, étaient avec le conseiller, avec l'encadrant technique d'insertion. Donc vraiment, là, nous étions tous ensemble au même endroit. Et nous avons pu profiter, et notamment l'encadrant technique d'insertion, parce que c'est vrai que par rapport à des missions classiques, on va dire bâtiment, espace vert, là, on était vraiment dans une spécificité. Et dans le recrutement, d'ailleurs, de cet encadrant technique, on a essayé de s'efforcer de trouver quelqu'un qui avait quand même une appétence au niveau archives, histoire, parce que bon voilà, il fallait vraiment qu'il soit opérationnel rapidement. Et je veux dire, ce qui a été facilitateur, c'est que les agents du département ont vraiment contribué à ce que l'encadrant technique puisse maîtriser rapidement, je veux dire, les bonnes pratiques en termes d'archivage, pour qu'il, lui, de son côté, puisse transmettre ça aux salariés en CDDI. Alors, bien sûr, le public recruté, bon, majoritairement des bénéficiaires du RSA, également des jeunes de moins de 26 ans. Alors, au niveau de répartition, nous avions 39 salariés. Donc, il y a eu 39 salariés qui ont participé durant 2 ans à cette action. Alors, je suis désolé pour le bruit, mais il y a des petits travaux dans notre association. Donc, je vous prie de m'excuser pour le bruit. Alors, 39 salariés, donc 24 femmes, 13 hommes. Donc, l'âge moyen était quand même assez, entre guillemets, pas élevé, mais plus important qu'on peut le penser, avec un âge moyen de 40 ans. Et la spécificité, qui est quand même pas la moindre, c'est que 43% d'entre eux ont au moins le CAP-BEP et 15% ont de bac plus 3 à bac plus 4. Et je dirais même plus de bac plus, parce que, pour la petite histoire, dans le public accueilli, pardon, nous avions un ancien greffier. Donc, pour vous dire à quel point, contrairement au public, à la typologie publique que nous accueillons dans nos chantiers d'insertion, là, nous étions vraiment sur des personnes avec de la qualification, avec aussi de l'expérience professionnelle, ce qui a changé aussi, nous, nos pratiques en termes d'accompagnement social et professionnel, parce que les demandes n'étaient pas les mêmes, les attentes non plus. Donc, c'est vrai que ça nous a aussi obligés à changer notre approche. Alors, ce que je dirais, c'est que le seul point commun enfin, un gros point commun entre toutes ces personnes, qu'elles soient diplômées ou non, c'est vraiment la confiance et l'estime qu'ils ont d'elles-mêmes. Et c'est là-dessus qu'on a eu beaucoup de travail à faire. Et nous avons surtout fait intervenir, par exemple, une art thérapeute qui nous a permis aussi de débloquer beaucoup de situations et notamment beaucoup de stress pour certaines lors des entretiens d'embauche. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait des publics qui étaient certes éloignés de l'emploi, mais qui avaient aussi tous les outils pour y arriver. Alors, on se posait la question de savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne. Alors, évidemment, il y a les freins à l'emploi classique qu'on peut rencontrer, hein, le logement, la mobilité, la santé. Mais c'était surtout là un problème de confiance. Et vous savez, quand la plupart d'entre eux ont eu des parcours, bon, certes des parcours de vie assez chaotiques, mais aussi ont des parcours de vie, je dirais, classiques. Mais un accident de vie a fait que, bon, pour la plupart d'entre eux, même en étant qualifiés, en étant expérimentés, on laissait couler, on laissait passer le train aussi de l'emploi parfois, et se sont retrouvés dans des situations complètement compliqué. Donc là, c'était vraiment à nous, aussi bien l'encadrant technique que moi-même, à essayer de leur donner un peu de confiance. Donc on est passé là par
la mise en place de différents ateliers collectifs, mais aussi des ateliers, bien sûr, des entretiens individuels, mais aussi des ateliers collectifs et notamment avec l'intervention d'une art thérapeute. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, ce que je voulais aussi, c'est voilà, vous mettre en avant, en lumière un petit peu une situation particulière. Donc là, bon, GS, c'est surtout, bon, il n'y a rien de secret, ça s'appelle Gwendoline. Alors, Gwendoline, elle avait un niveau licence à l'arrivée sur le chantier. Son projet, c'était de travailler dans une médiathèque. Le gros problème de Gwendoline, c'est qu'elle était hyper introvertie. Alors, quand je dis introvertie, c'était quelqu'un qui, je peux vous dire, sur 1 an et demi de présence, je l'ai entendu 2 fois, avec tous les efforts développés pour essayer de la faire parler, c'était mission impossible. Mais on sentait bien quand même que là, le côté bibliothécaire, médiathèque, c'était vraiment quelque chose qui la passionnait. Et elle a très vite fait une immersion, donc une période d'immersion au sein d'une médiathèque. Elle a participé bien évidemment aux ateliers d'art-thérapie et je pense que c'est ce qui lui a permis aussi de s'ouvrir un petit peu. Alors je ne vais pas vous cacher que chaque fois qu'il y avait un atelier collectif, euh, je m'évertuais à essayer de la faire parler, même si je savais que ça lui coûtait beaucoup, mais elle a fini par le faire, hein, elle a fini par prendre la parole. Alors je ne vous dis pas qu'elle nous a fait un monologue de 3 heures, mais elle a pris la parole et elle s'est donnée. Et surtout, euh, on a travaillé les simulations d'entretien d'embauche. Pourquoi? Parce que c'était incroyable le nombre d'entretiens qu'elle pouvait déclencher. Et à chaque fois, elle revenait et c'était, excusez-moi l'expression, c'était foiré. Foiré parce que justement, elle ne parlait pas, quoi. Donc forcément, le recruteur faisait les questions, les réponses. Donc évidemment, ça ne pouvait pas passer. Donc on a vraiment travaillé sur les entretiens, aussi bien en passant par moi, mais aussi on est passé par une entreprise du secteur. Et là, le- le responsable des ressources humaines de cette entreprise, donc une entreprise de bâtiment, lui a fait dépasser un entretien. C'est vrai que les secteurs n'ont rien à voir, mais bon, la personne a été qualifiée pour lui faire passer des entretiens d'embauche. S'est retrouvé face à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qui enfin, lui a fait faire des simulations vraiment en parfaite, je veux dire, réalité. Donc là, ça lui a permis de prendre confiance, en fait, tout simplement. Et on a répété l'opération à plusieurs reprises, ce qui lui a permis quand même de pouvoir passer cette barrière de ces entretiens. Elle a repris aussi au passage une formation universitaire parce que bon, elle avait sa licence, enfin un niveau licence. Elle a voulu avoir cette licence, c'est ce qu'elle a voulu faire. Donc elle a repris ses études et aussi en même temps, elle a effectué. Alors ce qui était incroyable, c'est que une fois qu'elle a pu bien sûr passer la barrière de cet entretien, elle a réussi à dégoter un CDD de remplacement au sein d'une médiathèque, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors nous, c'est vrai que de notre côté, au niveau de l'employeur, point familial, nous laissons évidemment partir les gens, mais nous nous rassurons si le contrat ne dure pas plus de 3 mois de revenir chez nous, ce qui leur permet d'avoir, je dirais, une petite sécurité, une petite marge de manœuvre. Donc, on a laissé partir Gwendoline 2 fois. Et en 2024, alors la bonne nouvelle, c'est que là, on est passé d'une mission de remplacement, pardon, à un CDD de 6 mois, renouvelable. Et voilà. Donc, vous voyez, pour nous, ça a été vraiment ces expériences avec les personnes que nous avons accueillies durant 2 ans. On est vraiment parti parfois de très très loin, avec des personnes, certes, pour la plupart diplômées, mais avec beaucoup de problèmes de confiance, beaucoup de problèmes aussi, je dirais, pour certains, j'avais une personne qui avait beaucoup de problèmes d'élocution malgré je vais dire, une maîtrise en biochimie, à tel point que bah, il passait son temps, pour la petite histoire, à jouer aux jeux vidéo. Alors là-dessus, il était incollable, mais dès que vous sortiez de ce cadre-là, il n'y avait plus rien de l'entendre. Donc vraiment, c'était toujours un travail sur la confiance, reprendre aussi l'habitude, de reprendre l'habitude de parler. Et voilà, c'était aussi beaucoup là-dessus que nous nous sommes euh, engagés durant cette période. Voilà. Ben, merci beaucoup, Gilbert. C'est toujours intéressant aussi quand on parle des clauses d'avoir des retours d'expérience de bénéficiaires. Donc, ça illustre parfaitement. Peut-être
Axel, je crois qu'il y a une petite question pour Lionel en 1 minute. Si tu peux répondre, ça sera le challenge. Effectivement, une question sur donc premier témoignage. Avez-vous eu des difficultés pour repérer les prestataires éventuels sur le territoire, donc entreprise adaptée, entreprise d'insertion, etc. Alors, non, pas vraiment, parce que je suis arrivé, la situation était déjà plutôt bien mûre, bien mature. On a des acteurs historiques, notamment en termes d'ACI, qui donc, eux, étaient identifiés, très identifiés. Nous, ce qu'on a essayé de faire, par contre, c'était d'essayer de faire répondre des EI. Parce que là, c'était un peu plus compliqué. Il y a des problèmes notamment liés à des décalages. Donc de la TVA par exemple. Donc ils étaient un peu défavorisés. Donc on a essayé de retravailler aussi un peu nos cahiers des charges pour permettre d'avoir un peu une diversité aussi et d'amener des EI. Non, globalement, je pense que sur notre territoire, on est plutôt en bonne connaissance en mairie de ce qui existe en termes d'insertion, d'offres d'insertion. Ben, parfait, en 1 minute. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Effectivement, il y avait la photo avant-après qu'on vous a pas montré et effectivement, on voit l'état des archives un peu historiques et puis après le changement. Simplement pour terminer donc ce webinaire, pour vous dire que la semaine prochaine, on aura donc notre dernier mardi de l'inclusion. Rendez-vous même jour à la même heure sur la thématique le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Euh, donc vous pouvez, je vous avais fait un mail pour vous envoyer le lien d'inscription, le lien de la visio du jour. Donc si vous voulez vous inscrire et que vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à nous recontacter. Et puis les panoramas qui font l'objet donc de ces webinaires sortiront vers la mi-juillet. Donc vous en serez aussi destinataire avec les bonnes pratiques dont on a parlé aujourd'hui. J'ai reçu aussi des questions par mail très plutôt techniques sur les clauses sociales, comment on choisit les marchés réservés, etc. Donc il y aura pas mal de contenu au sein de ce panorama. Et donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par mail. On fera le relais avec nos intervenants. Et pour terminer, donc 10h01, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon courage pour cette période caniculaire. Nous allons passer sans doute la journée derrière un ventilateur, donc bon courage à tous et à très vite et peut-être à la semaine prochaine. Merci à vous et bonne journée.